Cette semaine à Tribune locale, on parle d'une problématique qui touche beaucoup d'entreprises, sinon la majorité, la pénurie de personnel. Avec mon invité, Patrick Pilon. Patrick Pilon, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. On parle de pénurie de personnel. Pour ceux qui vous ne connaîtraient pas, quel est votre parcours professionnel? Parcours professionnel, en fait, ça a commencé par, au niveau de la scolarisation. J'ai une diplomation en sciences politiques de l'Université du Québec, en Outaouais. Ensuite, je me suis dirigé en intervention, donc intervention vaste quand même, plusieurs clientèles défavorisées chez les jeunes, et ensuite les personnes judiciarisées, pour lesquelles j'occupe un poste aujourd'hui. Donc, expérience vaste qui m'a amené à travailler au Centre de placement spécialisé du Portage. Je suis également membre du conseil d'administration du Réseau des services spécialisés en main-d'œuvre et vice-président du comité consultatif sur la clientèle judiciarisée adulte. Donc, la pénurie de personnel, vous la vivez à tous les jours? À tous les jours, à travers notre clientèle. Les entreprises vous approchent, et puis, vous avez une clientèle spécialisée, on y reviendra plus tard. Oui. Mais les entreprises vous approchent, est-ce que c'est un peu dans le désespoir? Est-ce qu'ils sont vraiment à bout de ressources? À ce stade-ci, on pourrait dire qu'ils sont à bout de ressources. Ça a pris une ampleur démesurée. Il y a une lenteur au niveau aussi de la mise en action de certaines mesures qui peut aider les entreprises à recruter du personnel. On y arrive tranquillement avec les partenaires et le gouvernement en place. Mais c'est vraiment dans l'urgence qu'ils font appel à nos services. Parce que là, il y a des entreprises qui se trouvent à être... qui ne peuvent pas expansionner ou qui ne peuvent pas avoir le rayonnement qu'ils voudraient avoir parce qu'il n'y a pas de personne pour occuper les postes. Il y a des entreprises qui sont carrément démunies, même qui sont sur le point de fermer les portes. Donc, c'est inquiétant. C'est stressant même pour le niveau du développement économique, autant pour le Québec que la région aussi. Et puis, en Outaouais, quels sont les domaines où il y a plus de demandes? Bien, je dirais que tous les domaines ou presque sont touchés. Lorsqu'on regarde des emplois qui sont beaucoup plus spécialisés, on peut regarder notamment au niveau de l'hôtellerie, l'industrie du tourisme, la restauration. Ce sont des domaines qui ont énormément de demandes. Mais par contre, au niveau même de l'enseignement, il y a une pénurie au niveau des professeurs qualifiés. Je dirais que ça touche des milieux vastes, ça touche pratiquement tout le monde. Donc, c'est là que c'est vraiment inquiétant. Et au Québec, présentement, à brûle-pour-point, je sais que vous n'avez peut-être pas la statistique exacte, mais il y a combien de postes à pourvoir au Québec actuellement qui sont vraiment dans le... On parle de plus de 100 000? Ah oui, plus de 100 000 définitivement. En termes de proportion exacte, par contre, je ne pourrais pas dire. Et puis, les causes principales du manque de personnel, ça revient à quoi? Alors, c'est qu'il y a une masse de gens qui vont prendre leur retraite ou qui ont déjà pris leur retraite. Le baby-boom des années 50-60, on le connaît. Est-ce que c'est seulement ça qui fait que les gens n'ont plus de personnel qu'ils peuvent trouver? C'est une des principales causes. Par contre, il y a aussi le développement économique. Il a fait en sorte qu'il y a un essor aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup plus d'entreprises aussi. Il y a une diversification des entreprises aussi. Donc, il fait en sorte qu'il y a besoin de certaines qualifications. Il y a des cohortes présentement qui sont en formation pour des postes donnés, mais par exemple, ils ne sont pas prêts à intégrer le milieu de travail. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine lenteur à aller chercher le personnel pour combler certains postes. Il y a aussi le fait que, il y a une diversité de postes, mais il y a des postes, exemple, il y a une compétition en restauration notamment. On l'a vu cette semaine, il y a une sandwicherie qui offre un taux horaire de 20 de l'heure. Oui. Donc, il y a une compétition au niveau des salaires. Donc, c'est certain que les personnes à la recherche d'un emploi ont le plus gros bout du bâton. Et ce qui fait qu'il y a des employeurs qui offrent peut-être des conditions, soit salariales ou même des conditions de travail qui sont plus difficiles. Puis le chercheur d'emploi peut plus cibler ce qu'il veut comme travail. Donc, autrement dit, le chercheur d'emploi, lui, c'est lui qui décide où il veut aller et non pas comme à une certaine époque où on prenait ce qu'il y avait. Absolument. Donc, une autre... on parle d'éducation, vous en avez mentionné un peu. Le système scolaire, est-ce qu'il est prêt à fournir ces employés-là?
il est de plus en plus près. Récemment, il y a des domaines précis pour lesquels, justement, ils ont été approchés pour former des cohortes. Donc, il y a eu une certaine adaptation. On peut même notamment penser à la formation professionnelle. Maintenant, il y a des certifications qui sont adaptées au marché du travail, comme notamment manœuvre en milieu d'entrepôt, qui a une demande, une forte demande. Donc, maintenant, il y a des formations qui sont offertes, qu'il n'y a pas de préalable. Donc, la personne n'a pas nécessairement besoin d'avoir un secondaire 3. Et si la personne parle français et est prête à investir du temps, la formation est offerte et financée par Service Québec. Les entreprises sont vraiment très ouvertes aussi à les accueillir. Et comment la formation en entreprise a pris un peu le dessus pour aider à pallier peut-être au manque dans le système d'éducation? Bien, notamment, le gouvernement qui est en place a annoncé des nouvelles mesures, des investissements concrets, justement, pour que des organisations puissent offrir des programmes de formation, intégration en milieu de travail. Si on peut parler du RSSMO, justement, du Réseau spécialisé des services en main-d'œuvre, il y a un programme depuis quelques années qui s'appelle le programme FIT, qui est Formation, Intégration, Travail, qui permet à des organisations spécialisées à la formation, à la préparation de la main-d'œuvre, à intégrer le marché du travail, à offrir des stages rémunérés en milieu de travail. Puis quand vient le temps de sélectionner un employé, c'est quoi le défi qui attend les employeurs? Quelle est l'étape la plus difficile pour eux? Est-ce que c'est de trouver? Bien, ce qui est plus difficile pour l'employeur actuellement, c'est de se démarquer de ses compétiteurs, bien entendu. Comme j'ai expliqué tantôt, il y a de la compétition, il y a au niveau des conditions en emploi, même salariales, ou au niveau des conditions de travail, des personnes maintenant qui désirent travailler 2 jours en semaine, qui veulent de moins en moins travailler les week-ends. Bien, toute cette diversification-là fait en sorte que l'employé a le gros bout du bâton. Puis pour l'employeur, c'est beaucoup plus stressant maintenant de rencontrer un employé en entrevue parce qu'il veut satisfaire ses exigences en tant qu'employé et non presque l'inverse. Et les exigences? Les exigences principales pour, on parlait de ne pas travailler la fin de semaine, d'avoir un bon salaire. Est-ce que le salaire est encore la majeure partie de la décision que l'employé va faire pour aller vers une entreprise ou une autre? Pour certaines personnes, oui. Par contre, aussi, les gens regardent à la qualité de vie aussi. Donc, justement, avoir un horaire adapté à la famille, avoir peut-être aussi, je ne sais pas, des avantages sociaux, plans d'assurance, aussi, des primes au rendement. Ce sont tous des choses pour lesquelles les chercheurs d'emploi regardent lorsqu'ils cherchent un employeur. Et puis, les employés, eux, recherchent quoi comme qualité à l'employeur? Qu'est-ce qui va les faire pencher d'un bord ou de l'autre? On parle de qualité. Est-ce qu'il y a des services que l'employeur peut offrir qui vont faire pencher dans la balance? L'employé, ce qu'il recherche souvent, c'est de se sentir investi dans la mission de l'entreprise. Donc, vraiment se sentir comme un collaborateur à part entière, savoir presque pourquoi il travaille. Associé, exactement, plus qu'un employé, un numéro au sein de l'entreprise. Et puis, la qualité principale qui est recherchée par les employeurs dans un nouvel employé? Pour l'instant, vu la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'engagement envers l'entreprise, puis la disponibilité aussi. Donc, lorsqu'ils recherchent quelqu'un maintenant pour pallier un poste, ils vont d'abord s'assurer que l'employé est prêt et disponible maintenant. Et maintenant, ils sont beaucoup moins focusés sur l'acquisition des connaissances et des compétences parce qu'ils se tournent plus sur le volet formation en milieu de travail. Donc, on peut avoir aussi des employés qui rentrent puis qui ne connaissent pas vraiment l'entreprise ou ne connaissent pas le domaine. Et puis, on les forme au fur et à mesure. Absolument. Parce que les domaines sont rendus quand même assez spécialisés aussi. On cherche des employés qui sont avec une formation très, très, très pointue dans certains domaines. Puis c'est quand même relativement difficile à trouver. On est prêt. Je voyais même dans le camionnage, par exemple, des compagnies qui sont tellement à court de chauffeurs qui demandent, qui payent la formation. Vous n'avez aucune expérience, aucune formation. C'est pas grave, venez travailler avec vous. On vous donne un camion flambant neuf et un salaire de 20 de l'heure en partant. Bien, absolument. Ça aussi, on offre à l'employé, exemple, qui n'a aucune connaissance, justement, de payer certaines formations d'appoint pour, exemple, connaître certaines machines ou certains trucs informatisés en lien avec l'industrie. Et les employeurs, justement, en payant ces formations, en déboursant, est-ce qu'ils n'ont pas peur aussi d'avoir une défection de l'employé pour aller justement chez un compétiteur?
Ça fait partie des risques. Par contre, il y a le gouvernement qui offre d'excellents programmes aussi en lien avec des subventions pour les entreprises qui cherchent à former leurs employés. Donc, c'est sûr que les employeurs peuvent toujours s'adresser à Service Québec. Et on parle des baby boomers qui s'en vont et des jeunes qui rentrent. C'est quoi la différence entre les deux jeunes générations, la jeune génération et la plus vieille génération vis-à-vis du travail? Bien, vis-à-vis du travail chez les jeunes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une génération qui a des acquis, le jeune s'attend à avoir ces acquis-là même plus. On a des jeunes maintenant qui aiment voyager, qui aiment découvrir le monde, qui aiment être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est certain que les intérêts en milieu de travail sont divers en lien avec ça. T'sais, ils veulent un employeur qui va pouvoir lui accorder du temps pour voyager, un employeur qui va pouvoir lui permettre d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que c'est une adaptation autant pour le marché du travail que pour l'employé, mais c'est de trouver un juste équilibre là-dedans. Les jeunes sont autant prêts à s'investir dans leur milieu de travail, mais c'est justement de s'adapter à leur réalité d'aujourd'hui. Et les employeurs, comment ils réussissent à s'adapter à cette réalité-là? Il y a des employeurs qui offrent notamment des pauses réseaux sociaux ou qui permettent d'avoir même des stations de travail ou des stations de détente pour que l'employé puisse aller faire du chatting, du clavardage, aller consulter ses réseaux sociaux, ses nouvelles. Aussi, il y a des employeurs qui offrent des nombres de semaines de vacances plus élevés en partant si l'employé veut notamment aller en voyage. Justement, si on parle là, des salles de détente, il y a des employeurs aussi qui sont prêts à modifier l'horaire de travail. Maintenant, tu peux entrer au travail à 6 heures le matin et en sortir à 19-20 heures le soir. Puis, ça permet à ce moment-là de pouvoir prendre plus de temps pour soi pendant les heures de travail. Puis, on s'imagine à ce moment-là qu'on a trouvé un super bel équilibre entre « je me suis occupé de moi, j'ai pris le temps de consulter mes réseaux sociaux, avoir une vie sociale et travailler en même temps ». On le voit chez les géants du web, les Google et Facebook de ce monde, qui sont vraiment à l'écoute de leurs employés. Est-ce que c'est vraiment le modèle que les employeurs essaient, même avec les contraintes qu'ils ont dans leur domaine, et qui essaient d'amener? Bien, lorsque c'est possible, c'est sûr que les employeurs, il y a une ouverture à adopter ce modèle-là, justement, pour pouvoir satisfaire les besoins des nouvelles générations. En terminant ce bloc-ci, on pourra revenir plus tard avec le recrutement spécialisé, chose qui m'intéresse vraiment. Et meilleure façon, une entreprise vous approche, on veut recruter des jeunes, c'est quoi la meilleure façon pour en avoir et qu'ils restent, qu'ils demeurent? C'est de s'adapter d'abord, mais aussi c'est d'offrir un milieu de travail qui va être à la hauteur des attentes des futures générations, un milieu de travail qui va être plus ouvert à offrir justement des vacances ou des avantages sociaux qui vont être intéressants, à offrir des temps justement réseaux sociaux aux jeunes, puis aussi de vouloir investir dans son entreprise et d'aller chercher tout ce qui est nécessaire, comme notamment des subventions en lien avec Service Québec. Eh bien, on passe maintenant à la pause. On revient, on parle de placement spécialisé pour des personnes qui ont des cas judiciarisés avec Patrick Pilon. Sais-tu combien ça coûte si un auto ne s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent. De retour avec notre invité de cette semaine, Patrick Pilon, directeur général du centre de placement spécialisé du portage. Exact. Et puis, dans le non spécialisé, vous spécialisez dans la remise en emploi des gens qui sont judiciarisés, qui ont un casier criminel. Et donc, c'est un service assez particulier que je ne connaissais pas. Mais à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui a un casier judiciaire de trouver un emploi? C'est extrêmement difficile pour une personne qui a un casier judiciaire de trouver un emploi, d'abord parce que le fait d'être embauché relève des jugements ou des valeurs de l'employeur. Donc déjà là, c'est extrêmement difficile. C'est sûr, parfois aussi, il y a le fait qu'il y a des emplois qui ont des critères spécifiques, notamment lorsqu'on doit travailler avec une clientèle qui est vulnérable. À ce moment-là, c'est difficile d'intégrer un emploi lorsqu'on a un casier judiciaire.
Sauf que, aussi, au Canada, ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il n'y a pas une gradation du casier judiciaire. Donc, c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir. Exactement. Exactement. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Quelqu'un qui a une condamnation, exemple, pour un délit une seule fois d'alcool au volant, ben le fardeau du casier judiciaire va être le même que quelqu'un qui a commis un meurtre. Et on parle de différentes sortes de crimes. Le dossier criminel que vous voyez le plus souvent qui revient vers vous, c'est quel type d'accusation? C'est sûr que chez nous, souvent, c'est des accusations relativement mineures. C'est sûr qu'on ne veut pas banaliser non plus les délits, mais on parle de voies de fait simples, trafic, conduite avec les facultés affaiblies. Donc, ce sont des délits que, dans le fond, les personnes ont eu des sentences souvent de moins de 2 ans. Et puis, les personnes judiciarisées, est-ce qu'ils sont aussi employables qu'un autre? Est-ce qu'ils ont des formations? Est-ce que vous voyez des gens avec des formations de haut niveau? Venez vous voir et dire j'ai commis une erreur. Il y a un éventail large de personnes qui ont un casier judiciaire, donc ça dépend toujours du profil de la personne qui vient chez nous. Chez nous, c'est environ 400 personnes par année qui franchissent nos portes, qui sont à la recherche d'un emploi ou d'aller se spécialiser dans un champ d'études pour justement éventuellement réintégrer un emploi. Donc, on couvre tout le territoire de l'Outaouais. Puis, c'est ça. C'est ce qui est... Et puis, on parle d'infraction, bon, on parle de valeur d'entreprise, on en parlait un peu hors d'onde. C'est quand même assez arbitraire, la décision d'engager quelqu'un ou non. C'est très arbitraire. Parfois, on pose la question à savoir est-ce que vous avez un casier judiciaire, puis on ne demande pas la question, en fait, qui devrait être est-ce que vous avez un casier judiciaire pour lequel le délit n'a aucun lien avec l'emploi pour lequel vous postulez? Par contre, dans les petites PME, souvent, l'entrevue se fait on the spot. L'employeur pose des questions rapidement. As-tu un dossier judiciaire? La personne répond oui, parfait. La personne prend note. Ensuite, le candidat n'a plus aucune nouvelle. Ou bien la personne dit ouais, un casier judiciaire, chez nous, ça va être difficile. Tu sais, travaille avec la caisse. Il y a une certaine crainte en lien avec le vol, etc. Donc, ça devient très arbitraire. Puis souvent aussi, on ne creuse pas nécessairement à savoir quels sont les détails en lien avec le délit. Tu sais, il y a des personnes qui, exemple, ont commis un vol à l'étalage il y a plus de 30 ans. Bien, tout ce qu'on va être intéressé à savoir, c'est « Ah, t'as fait un vol, bien, ça s'arrête là. » On ne cherche pas à savoir ça fait 30 ans, c'était dans quel contexte, est-ce que la personne était dans un milieu défavorisé, est-ce que la personne volait à l'épicerie parce qu'il manquait de nourriture. On ne s'intéresse pas à ces choses-là. Et est-ce qu'on va aller jusqu'à se passer d'un bon employé pour une raison aussi simple que, un vol, on dit, commis il y a 30 ans? Dans la pénurie de personnel qu'on exactement. connaît Bien, ce qui est plate, c'est que la réponse à ça, c'est oui. On a fait un sondage récemment spécifique à l'Outaouais. On a abordé plus d'une centaine d'employeurs à savoir s'ils seraient ouverts à embaucher des personnes judiciarisées. Il y a plus de 60% des employeurs qui ont dit qu'ils ne voudraient pas engager des personnes judiciarisées dans leur entreprise. Les raisons sont vastes. Notamment, il y a la crainte que la personne commette un délit en milieu de travail. Il y a le fait qu'on se sent peut-être pas outillé à accompagner, à embaucher ces personnes-là. Il y a d'autres raisons. Il y a au niveau des raisons personnelles. L'employeur ne se voit pas travailler avec une personne qui a commis des délits par le passé. Il y a aussi la valeur de l'entreprise. Souvent, on a peur que, une victime ou une personne qui a été médiatisée travaille dans son entreprise et puis que ensuite, une victime vienne visiter l'entreprise et qu'il voit une personne judiciarisée qui a commis un acte violent. Puis ensuite, ça crée une problématique avec l'employeur. Ou aussi, on peut parler avec, les médias sociaux, ça va vite. Une personne peut voir quelqu'un et le reconnaître et dire, OK, cette compagnie-là a engagé telle personne. On a peur, peut-être les employeurs ont peur de ternir leur image. Absolument, exactement. Et puis, les entreprises, comment je peux dire... vous les accompagnez aussi dans les demandes de pardon. Je voyais votre service. Et puis, on parle de pardon. Les gens qui ont un dossier judiciaire se doivent, même s'ils ont eu un pardon, de le mentionner. Exact.
Ils se doivent de le mentionner. Par contre, c'est sûr, tout dépendamment comment l'employeur aborde le sujet avec le futur employé, avec le candidat. Sauf qu'en principe, surtout lorsqu'on travaille avec une clientèle vulnérable ou avec des informations qui sont sensibles, à ce moment-là, il faut divulguer quand même l'information en lien avec son casier judiciaire. Et processus de pardon, on en parle. C'est comment on commence un processus de pardon? Vous les accompagnez, mais quelles sont les étapes de A à Z pour obtenir son pardon? Bien, d'abord, en fonction du délit, le temps qui est accordé avant de pouvoir présenter une demande de pardon a changé à l'époque du gouvernement Harper. Donc, selon certains délits, des délits mineurs, ça peut aller jusqu'à 5 ans avant de pouvoir faire une demande de pardon. Et pour des délits plus graves, c'est jusqu'à 10 ans. Puis lorsqu'on parle de 10 ans, c'est au terme de la peine, au terme de toutes aussi les sanctions liées à la peine. Donc, si, exemple, on est en libération conditionnelle, il reste, exemple, 1 an à notre libération conditionnelle et on a des amendes à payer, bien, c'est au terme du 1 an et que les amendes sont payées que le 5 ans commence. Donc, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui a des amendes qui sont assez salées, qui ne peut pas vraiment travailler, donc les payer. C'est un peu un cercle vicieux. C'est interminable. Et puis c'est pour ça souvent aussi que les personnes ne s'engagent pas dans le processus de demande de pardon parce que c'est long et c'est coûteux. Et on parle d'un coût de combien environ pour une demande de pardon pour un délit mineur? Est-ce qu'il y a des gradations? Il n'y a pas nécessairement de gradation. Par contre, c'est sûr que s'il y a beaucoup d'infractions ou s'il y a beaucoup de demandes à faire dans plusieurs districts judiciaires, ça peut être plus long et plus cher. Donc, à ce moment-là, ça peut aller de 800 jusqu'à 1 000 $. Par demande? Par délit? Non, au total, demande de pardon. C'est un processus aussi qui est long. Ça peut prendre plusieurs mois. Par contre, l'avantage de venir faire la demande de pardon chez nous, c'est que pour les services d'accompagnement, il n'y a pas de frais rattachés. Donc, il y a des entreprises qui offrent souvent un accompagnement, mais en échange d'un montant spécifique. Nous, chez nous, l'accompagnement est gratuit. Donc, les frais liés sont uniquement les frais qui sont afférents, qui ne sont pas en lien avec notre accompagnement. Donc, les frais du gouvernement qui est exigé par exactement, par aller chercher les empreintes digitales, aller chercher les dossiers dans les districts judiciaires spécifiques. Donc, quand on commence une demande de pardon, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit demander? Après que tout soit... Bien, d'abord, on vient chez nous, on rencontre la conseillère qui est attitrée à la demande de pardon. Il y a plusieurs documents à demander. Donc, dans le fond, on va aller chercher toute l'information en lien avec les délits qu'on a commis par le passé. Il faut aussi faire une lettre expliquant aussi la raison pour laquelle on demande le pardon et puis aussi notre parcours depuis notre libération. Jusqu'à quel point on était un bon citoyen et qu'on s'est engagé dans une démarche de réhabilitation qui est complète. Puis aussi, ben, c'est sûr, les empreintes digitales, c'est important d'aller chercher ça parce qu'il y a une enquête au niveau de la GRC. Puis, il y a un accompagnement rigoureux. C'est certain aussi que là encore, c'est très arbitraire. Des fois, on peut faire une demande de pardon et puis, c'est peut-être pas nécessairement satisfaisant notre parcours ou la raison pour laquelle on fait la demande. Donc, à ce moment-là, c'est refusé. Et une fois qu'on a complété ça, on a notre pardon. Oui. Et ça ne s'efface pas quand même. C'est ça qu'on dit. On en a eu un, ça nous suit pas mal toute notre vie. Dans le fond, ça prend ton dossier et ça le met de côté au moment de consulter le dossier. Exemple, ben, ça va être beaucoup plus difficile à avoir accès à l'information. Par contre, ça ne rend pas l'information impossible à obtenir. Donc, exemple, mon employeur me demande d'aller chercher une vérification des antécédents au poste de police local. Bien, le poste de police peut divulguer les informations sur la demande. Donc, c'est pas parce que tu as un pardon qui a été accordé qu'à ce moment-là, tu es exempté de tout délit par le passé. Et puis, sur les demandes de pardon qui sont faites, qui sont en processus, combien il y en a qui sont vraiment terminées et que le pardon est obtenu en termes de pourcentage? Est-ce qu'on peut parler de 50, 60, 70 et plus? En termes de proportion, si je peux parler pour notre organisation, c'est plus de 85 % des demandes qui sont accordées à terme. Donc, c'est sûr que ça vaut quand même la peine d'aller jusqu'au bout du processus. Puis, les raisons pour lesquelles, c'est sûr, on fait la demande de pardon chez nous, il y a un éventail large. Autant pour réintégrer un nouveau travail, s'il y a un domaine visé, ou ça peut être aussi pour voyager. Donc, oui, pour voyager, on l'a souvent vu avec les États-Unis, puis même présentement, là, qui refusent des gens un peu arbitrairement. Imaginez avec un dossier criminel, c'est quand même assez compliqué. Et quels sont le type d'entreprises qui vous approchent
pour offrir des emplois aux gens judiciarisés? C'est extrêmement large. On a autant au niveau du camionnage, justement, nettoyage après sinistre, entrepôt, entretien ménager, entretien paysager. C'est tous des domaines pour lesquels il y a des entreprises qui nous approchent. Puis ça peut même aller jusqu'au niveau de l'industrie du plancher de bois. Donc c'est très, très large. Les entreprises, est-ce qu'ils vous approchent un peu, disons, justement, en cours de ressources? Ben, on va aller vers des gens judiciarisés parce qu'on n'est pas capable d'en trouver qui ne sont pas judiciarisés, justement? Bien, lorsqu'ils nous approchent, justement, c'est parce qu'il y a vraiment un manque de main-d'œuvre qui est assez urgent. Donc, dans le fond, les signaux d'alarme ont commencé à être apparents. Il y a un besoin presque immédiat. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la qualité du personnel embauché, on lésine peut-être un peu au niveau des compétences et des connaissances dans le domaine. On en parlait tout à l'heure. Plutôt, exact. Et puis, on parle de 400 personnes qui vont vous voir pour des demandes de pardon ou des offres d'emploi. Combien d'emplois vous pouvez offrir par année, bon an, mal an, qui est offert? Combien de postes qui sont offerts par les entreprises? Bien, c'est certain qu'au niveau des entreprises, ça va selon les saisons et la demande. Donc, c'est difficile un peu à mettre un chiffre là-dessus. Par contre, il y a 60 % de notre clientèle qui décroche un emploi en venant chez nous. Donc, c'est un taux quand même qui est très satisfaisant, surtout qu'on parle du défi du casier judiciaire. Donc, pour nous, c'est déjà quand même très intéressant comme chiffre. Et les salaires, à quoi on peut s'attendre un peu? Vu qu'on a un casier judiciaire, est-ce que les employeurs sont plus réticents à nous payer un salaire décent? Bien, je dirais que c'est pas tant au niveau du casier judiciaire, mais souvent c'est par le manque de connaissances ou de compétences dans le domaine. Donc, c'est sûr que ce sont des emplois qui ont une échelle salariale qui sont quand même assez basse. Donc, on parle d'emplois à salaire minimum ou jusqu'à environ 17-18 $ de l'heure. Donc, les entreprises sont quand même relativement ouvertes. Est-ce que vous avez vu une ouverture qui s'accroît d'année en année avec les entreprises? Bien, justement, même le contexte de pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que non, justement, c'est encore très difficile pour les personnes judiciarisées à être acceptées en milieu de travail. Comme j'expliquais tantôt, c'est 60 % des entreprises consultées qui ne veulent pas embaucher des personnes judiciarisées. Donc, il y a encore un très grand travail à faire au niveau de la sensibilisation en lien avec la judiciarisation des individus. Puis bon, ça passe par nos organismes, ça passe par le gouvernement aussi. Le ministre Boulay, actuellement, dans sa stratégie de main-d'œuvre, se fait, dans le fond, le devoir de nommer la clientèle judiciarisée. Et voilà, c'est tout pour l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Patrick Pilon, directeur général du Centre de placement spécialisé du Portage. Et voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre tribune locale. À bientôt. Un message d'impératif français. Est-ce que tu sais à combien papa peut rouler dans les quartiers de Gatineau? Ben oui, jusqu'à un maximum de 40 km/h. T'es bien bon, toi. Tu veux-tu une réglisse? Ben oui. T'aimes ça, la réglisse, toi? Oui, vraiment.